Ça suffit de se gaver toujours plus pendant que le peuple galère pour se loger, pour se chauffer, pour se nourrir. Ça suffit les cadeaux pour les milliardaires pendant que sont détruits nos retraites, l'école publique, l'hôpital. On se donne rendez-vous à Paris, dans la rue, pour dire à Macron et aux ultra-riches assez. C'est la marche du peuple qui a faim, qui a froid, qui veut être mieux payé, qui est en train de se faire voler 10% de son salaire quand il a un salaire par l'inflation. Ayez du courage, ne vous laissez pas faire, marchez. Vous avez répondu à l'appel. Et votre force immense déferle à cet instant où il fallait être au rendez-vous pour obtenir le blocage des prix, l'augmentation des salaires, le rétablissement de l'impôt sur la fortune. Un autre monde est possible, libéré du saccage du productivisme capitaliste. Ne vous résignez pas. Nous sommes en train de dessiner la construction d'un nouveau front populaire qui exercera le pouvoir dans son pays, le moment venu. Et ce nouveau Front populaire se fait aujourd'hui. Nous sommes le dimanche 3 septembre pour un nouveau Twitch de rentrée politique. J'accueille à mes côtés, bien sûr, l'incroyable, l'innovant, le créatif Nicolas de Thaïlande. Salut. Bonsoir à tous. Bonsoir parce qu'il est toujours aussi tard de l'autre côté du monde, mais il est tôt de la partie européenne. C'est le début de soirée, on va dire. Voilà, te concernant. Aujourd'hui, c'est un Twitch de rentrée politique et j'accueille avec nous Christine et Jean-François. Christine des États-Unis, Jean-François du Brésil. Salut à vous deux. Bonsoir à tous les deux. Bonjour. Salut Nico, salut Gauthier. Comment ça va depuis l'autre partie du monde qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir? À New York, il fait un temps magnifique et c'est le matin et on se réveille. Et ici, c'est un week-end férié. Donc, c'est le traditionnel dernier week-end de l'été. Parce que l'été commence le dernier week-end de mai et l'été se finit le premier week-end de septembre officiellement. C'est 2 week-ends fériés, voilà. Ah bah, c'est une bonne chose en tout cas. On vous a invité pas pour des prunes quand même, parce qu'il y a eu les amphis, effectivement, les amphis politiques de la France Insoumise, mais aussi des autres organisations politiques, Europe Écologie Les Verts, le Parti Socialiste, le Parti Communiste Génération. Et vous êtes candidat à des élections prochainement, que des grands électeurs vont voter pour vous, je l'espère. Présentez-vous un petit peu, comment ça se passe? Donc, moi, je suis Christine Tuaillon, j'habite à New York depuis 37 ans. Je suis professeure de biologie à l'Université publique de l'État de New York. Je suis binationale franco-américaine. Étant binationale, vivant en dehors de la France depuis 37 ans, je suis confrontée à tous les problèmes que sont confrontés les Français de l'étranger. Donc, je comprends tout à fait beaucoup de problèmes au point de vue de l'éducation, au point de vue du social, de l'accès au consulat, parce que ça me concerne personnellement et c'est un sujet pour lequel j'aimerais bien aider mes compatriotes. Donc, si je suis au Sénat, je ferai tout pour améliorer les Français de l'étranger. Et de l'autre côté du continent, nous avons Jean-François. Est-ce que tu pourrais nous remettre, même si tu es déjà intervenu sur l'émission, est-ce que tu peux te représenter et pourquoi tu es candidat aux côtés de Christine avec 8 autres personnes? Oui, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup pour cette invitation, Gauthier et Nicolas. Alors, je m'appelle Jean-François Deluché, je suis conseiller des Français de l'étranger, élu depuis 2014. J'ai été réélu en 2021. Ma circonscription, elle est énorme. C'est
le centre, le nord-est, le nord du Brésil, donc à peu près la moitié de l'Europe occidentale, plus le Suriname et le Guyana britannique. Voilà. Et je suis aussi élu depuis 2021 à l'Assemblée des Français de l'étranger, qui se réunit 2 fois par an à Paris. D'ailleurs, j'irai fin octobre, justement, pour travailler dans la commission des lois, règlements et affaires consulaires. Et là-bas, je suis donc vice-président de cette commission des lois et aussi président du groupe de travail transversal sur la réforme de l'Assemblée des Français de l'étranger. C'est donc quelque chose d'assez important et je suis très très content de soutenir Christine Toyon sur cette liste de l'Union populaire des Français de l'étranger. Alors effectivement, ces élections, comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez redonner un petit peu le cadre pour que les gens comprennent pourquoi le Français moyen ne peut pas voter directement pour ces électeurs-là? Donc, les élections sénatoriales sont décidées par le vote des grands électeurs. Et donc, les grands électeurs, c'est tous les élus des Français de l'étranger, donc conseillers des Français de l'étranger, délégués, députés des Français de l'étranger et sénateurs des Français de l'étranger. Et donc, ce n'est pas les Français qui habitent à l'étranger qui votent pour les sénateurs des Français de l'étranger. D'accord, ça remet un petit peu le cadre parce que ce sont des élections très très lointaines pour le commun des mortels, malheureusement. Peut-être que tu veux rebondir, Nicolas? En fait, oui, ce qu'il faut savoir, c'est que justement les sénatoriales sont une élection qui est beaucoup moins directe que celle de l'Assemblée nationale. Et en fait, justement, il y a moins la possibilité d'interagir, malheureusement. Sinon, en fait, je voulais donc mentionner que justement Christine et Jean-François sont sur une liste d'Union populaire et j'aimerais qu'ils nous en disent plus sur le sujet, si possible. C'est une belle perche. Jean-François ou Christine? Oui, si tu veux, je peux y aller, Christine, comme tu veux. Ok. Oui, en fait, on a une stratégie à la France Insoumise depuis 2017 qui est justement une stratégie d'union populaire. On considère que le camp progressiste, la gauche, ou le nom qu'on voudra lui donner, elle est déjà sous-évaluée dans les votes parce qu'il y a beaucoup plus d'abstention chez nous qu'à droite. Et il y a tout un exercice pédagogique à faire auprès de la population sur pourquoi nos propositions sont les meilleures pour la France. Et donc, c'est cette stratégie Union populaire qui est de mettre toutes les énergies ensemble, les énergies associatives, syndicales, partisanes, toutes les énergies militantes qui vont dans le sens de la justice sociale, dans le sens de l'écologie, dans le sens de l'égalité, dans le sens de la solidarité. Et donc ça, c'est une stratégie, c'est une méthode, comme a dit Jean-Luc Mélenchon aux Amphis, et ça nous tient à cœur de le faire. Nous pensons vraiment, avec Christine et avec tous nos colistiers, et avec beaucoup de militants qui nous soutiennent et beaucoup de grands électeurs qui nous soutiennent, que c'est pas par l'addition des sigles ou alors par la distinction des différences entre PS, ELV, LFI, Génération, etc., qu'on arrivera à convaincre les Français qu'un projet d'égalité, c'est vraiment le meilleur projet pour la France. Donc, il faut vraiment faire cette union populaire et nous proposons justement de présenter cette union populaire des Français de l'étranger pour commencer ce mouvement fort pour renforcer un camp qui, alors que on était dans les années 80 à 50% à peu près dans le camp progressiste, aujourd'hui on a énormément baissé en France puisqu'on représente entre 30 et 35%. Donc si on n'est pas unis et qu'on ne fait pas une espèce de vague de fond pour plus d'égalité, pour plus de solidarité, en s'opposant à tout ce que nos adversaires politiques ont, c'est-à-dire du capital, des médias, toute l'industrie culturelle qui est dédiée à défendre leurs idées. Donc, on a besoin vraiment de faire cette lame de fond et donc ce drapeau de l'Union populaire est vraiment quelque chose qui nous regroupe et qui fait sens pour nous. Voilà. Et je voudrais ajouter d'autre part, notre liste d'Union populaire des Français de l'étranger, nous portons le programme de la NUPES
Et c'est très important parce que le programme de la NUPES est un programme qui a été élaboré avec nos partenaires de gauche. Donc, c'est un programme où il y a eu un consensus. C'est un programme qui a été réfléchi. Il y a plus de 650 propositions, donc ce n'est pas un petit programme. Ouais. Et aux 650 propositions du programme de la NUPES, comme nous nous présentons pour l'élection des sénateurs des Français de l'étranger, évidemment, nous avons ajouté d'autres propositions spécifiques aux Français de l'étranger. Donc, c'est vraiment un programme très réfléchi et qui a fait un consensus à gauche. Donc, c'est très important d'appuyer sur le fait que le programme que l'on porte, c'est un programme de consensus à gauche. Et d'ailleurs, la majorité des Français à gauche veulent une union. Donc, nous portons un programme d'union. Et quelle est la spécificité que toi tu défends particulièrement, Christine? Tu as parlé d'éducation et d'écologie en introduction. À quoi tu fais référence, justement? Alors, éducation, c'est vrai que l'éducation et l'écologie sont deux programmes qui me tiennent particulièrement à cœur. D'une part parce que je suis une éducatrice, étant professeure à l'université, et toutes les questions d'éducation depuis l'avant-maternelle jusqu'au supérieur sont très importantes pour que nos concitoyens soient des concitoyens éduqués, qui puissent participer à la vie de la nation, pour avoir plus tard se développer, avoir des métiers intéressants. Et dans le cas des Français de l'étranger, on peut voir que les programmes pour l'éducation, tous les budgets pour l'éducation, depuis de nombreuses années et encore plus récemment, ont été vraiment saccagés avec de grandes coupes budgétaires dans l'AEFE. Les dernières coupes qui ont été faites, c'est les coupes dans les bourses. Donc, il y a eu une réforme des bourses qui a été faite. Et depuis, il y a de plus en plus, c'est de plus en plus compliqué et difficile pour les familles d'obtenir des bourses. Là, les bourses, il va y avoir à la rentrée des coupures d'environ 7%. Et donc, nous, dans notre programme d'Union populaire et de la France insoumise, nous portons un programme pour une gratuité de l'éducation. Donc, que ce soit en France ou que ce soit à l'étranger. Mais cette gratuité d'éducation pour les Français de l'étranger doit être un peu s'appliquer de manière différentielle. Parce que tous les Français de l'étranger ne vivent pas dans des pays avec des offres éducatives qui sont similaires. Donc, il faut penser aux Français de l'étranger qui, par exemple, vivent dans un pays où il y a un établissement à gestion directe. Donc, nous, pour les établissements à gestion directe, nous préconisons un plus grand investissement de la France pour ces établissements et donc la gratuité pour les enfants français qui sont élèves dans les établissements à gestion directe. Nous proposons dans les pays où il y a une bonne offre éducative à l'école publique. Il ne faut pas oublier que beaucoup de Français de l'étranger habitent dans des pays où il y a une très bonne offre éducative publique dans leur pays de résidence. Moi-même, j'habite aux États-Unis. L'école publique aux États-Unis est en général, il y a toujours des exceptions. Hein. C'est pareil en France. Hein. En France, en général, l'école publique devrait être de bonne qualité partout, mais on se rend compte que suivant les quartiers où on habite, il n'y a peut-être pas toujours une bonne répartition de l'école publique, mais normalement en France, l'école publique devrait être de bonne qualité dans toutes les écoles. Et donc, aux États-Unis, dans la plupart des écoles, comme en France, l'école publique est de bonne qualité. Donc, les Français qui, en fait, les Français, aux États-Unis, c'est la deuxième population de Français à l'étranger. La première population de Français à l'étranger, c'est en Suisse. Pareil, il y a une bonne école publique en Suisse. Et donc, dans ces pays-là,
Nous proposons de financer, quand ce sont des pays non francophones comme les États-Unis, une partie de la Suisse, l'Allemagne, qui a aussi une grande population de Français expatriés, ou l'Angleterre, un développement des programmes Flammes pour l'acquisition et le maintien de la langue française, parce que c'est très important pour des Français comme moi qui sont binationaux, qui élèvent des enfants dans le pays qui est une langue non francophone. En fait, un des gros problèmes, c'est la perte de la langue française. Donc, s'il y a une bonne éducation publique dans le système local, il faut que la France fasse un effort pour que les enfants de Français puissent acquérir un bon français. Et donc, ça veut dire financer et développer les programmes Flammes, et surtout ne pas les couper ou ne pas couper les budgets au bout d'une année ou deux. D'autre part, il y a des Français qui peuvent habiter dans des zones isolées où il n'y a pas de lycée français, et donc il faudrait avoir la gratuité du CNED, ou la gratuité du CNED, ça pourrait être des Français qui habitent dans des pays où leurs enfants vont à l'école publique, mais les parents voudraient, il n'y a pas de programme Flamme, donc les cours du CNED de langue, on peut faire au CNED des cours de français. Moi-même, mes enfants ont fait les cours comme mes enfants étaient à l'école publique au primaire américaine, mes enfants en grande section de maternelle CP et CE1, je les avais inscrits au CNED pour qu'ils apprennent à lire et à écrire en français, parce que c'est pas évident quand on est scolarisé dans une langue autre que le français d'apprendre à lire et à écrire en français et à le parler. Donc la gratuité du CNED. Dans les établissements conventionnés, de financer plus ces établissements conventionnés, parce qu'il y a eu une coupure de budget. Et donc, les coupures de budget de ces établissements ont automatiquement donné une augmentation des frais de scolarité dans ces établissements conventionnés. Donc, il faut absolument remettre du budget dans ces établissements conventionnés pour que ce devienne de nouveau des établissements abordables. Et dans les pays où il n'y a pas d'éducation publique qui est accessible pour les Français de l'étranger, de financer complètement pour les Français qui mettent leurs enfants dans ces écoles conventionnées ou éventuellement partenaires. Peut-être, Christine, ouais. Partenaires, de les financer complètement. Je suis désolée, je parle un peu trop, mais c'est vraiment un sujet qui me tient vraiment à cœur. Voilà. Ouais, on a bien compris que cet engagement est mêlé entre la vie privée et une vie publique par-delà les frontières. Effectivement, tu as parlé de budget, tu as parlé d'éducation. C'est assez important, et c'est le rôle, à mon avis, de ce que tu es en train de décrire en substance, le rôle du sénateur engagé partout dans le monde sur le territoire, et notamment politiquement. Ça percute également les histoires de services publics, en fait. C'est intéressant aussi de ce chef-là. Par contre, j'avais une petite question justement à te poser. Parce que là, à l'heure actuelle, on parle beaucoup de gratuité effective, en fait, de l'éducation en métropole. Est-ce que, justement, dans le programme, c'est ce que vous entendez également? Oui, donc en fait, on voudrait une gratuité effective, mais on voudrait aussi ne pas financer des établissements privés, les établissements partenaires dont le programme est homologué par l'AEFE. Donc, c'est les établissements partenaires, sont des écoles privées. Et donc, nous, à la France Insoumise, on est pour la gratuité effective de l'éducation dans tous les pays, mais on veut aussi éviter le financement par l'argent public d'établissements privés partenaires. Et bon, d'autant plus que moi, étant aux États-Unis, je suis dans un pays où les établissements partenaires, les frais de scolarité vont de 15 000 $ par an à 45 000 $ par an. Donc, dans une ville comme New York, le lycée français est à 45 000 $, le lycée Kennedy est à 32 000 $ l'année. Donc, pour moi, c'est des lycées qui sont privés de droit local, où les enseignants sont sous droit local, donc leurs conditions de travail sont sous droit local,
Donc, c'est très important de ne pas financer ces écoles privées, sauf dans les cas où il n'y a pas de lycée conventionné ou dans les cas où il n'y a pas d'établissement à gestion directe et dans des pays où les Français ne peuvent pas mettre leurs enfants à l'école publique. Parce qu'il y a beaucoup de pays dans le monde où les Français ne peuvent pas mettre leurs enfants à l'école publique. Donc, dans les cas où on ne peut pas mettre ses enfants à l'école publique locale, dans ce cas-là, oui, on est pour la gratuité effective. Donc, on est effectivement pour la gratuité effective, mais qui va s'appliquer de manière différente suivant le pays de résidence du Français de l'étranger. Ce n'est pas pour financer une gratuité à la Sarkozy, qui d'ailleurs était une gratuité qu'au lycée. Oui, donc c'est fonction du type d'établissement et en fait des rapports entre guillemets que peuvent avoir le gouvernement, l'administration avec les établissements en question. En fait. Oui, tout à fait. Et surtout, il faut vraiment augmenter le programme budgétaire 185 pour l'éducation parce que c'est un programme qui est important et donc qui a été coupé. Et on se rend compte de plus en plus que le système des bourses devient en fait très injuste. Il y a beaucoup de familles qui n'ont pas accès à ce système des bourses. Qui n'ont pas assez de bourses. Donc, quand on a une bourse à une quotité de 50% et qu'il nous reste encore à payer 7 ou 8 000 $, comme ça peut être le cas aux États-Unis ou même plus, une famille de classe moyenne ne va pas pouvoir, même avec une bourse, mettre ses enfants dans un lycée français. Donc, en fait, les bourses, le système des bourses actuel est totalement déconnecté de la réalité et injuste. Voilà. Et par exemple, aux États-Unis, pour avoir droit à une bourse scolaire, il ne faut pas avoir de 401k. Donc, les 401k, c'est les fonds d'investissement pour la retraite. Et donc, c'est très injuste pour les Français qui peuvent n'avoir pas d'autres moyens de retraite qu'un 401k par rapport aux Français comme moi qui sont fonctionnaires et qui n'ont pas besoin de 401k pour leur retraite. Donc, il y a déjà une discrimination entre les Français qui ont un 401k et qui ne peuvent pas postuler à une bourse alors que le 401k, c'est pour leur retraite. Et les Français qui n'ont pas de 401k parce qu'eux, ils ont une retraite qui vient d'une autre source qu'un 401k et qui peuvent postuler à une bourse. Mais bon, là, c'est spécifique aux États-Unis. Et du coup, Jean-François, comment vous faites émerger, je ne vais dire pas imposer vos idées, mais comment vous faites émerger vos idées dans ce, on va dire, ce méandre politique où on en est d'avoir plusieurs listes à gauche et parce que du coup, vous êtes 8, hein, je reprécise qu'il y a Sublime au Japon, qu'il y a toi effectivement au Brésil, Christine effectivement aux États-Unis, je reprends il y a Magali en Suisse et bien d'autres. Voilà, je les ai sous les yeux. Chantal Moussa qui doit être en Israël. Chantal en Suède. En Suède, pardon. Non, Chantal est en Suède. Elle est franco-libanaise, mais elle est en Suède. Et il y a Jean-Jacques aussi de Corée du Sud. Il y a Daniel Wade du Rwanda. Et Denis Glock du Costa Rica aussi. Voilà. En plus de ceux que tu as cités. Oui, mais c'est un défi, en effet. C'est un défi, en effet. Mais de toute façon, on sait bien. Enfin, nous, justement, liés à cette stratégie d'union populaire, on sait très bien qu'il nous faut une stratégie aussi d'éducation populaire, c'est-à-dire sur le long terme, avancer des arguments et convaincre par les arguments. Hein. Là, on essaye de montrer, par exemple, on parlait d'éducation, on essaye de montrer que la politique de Macron est complètement incohérente. Hein. Ils veulent doubler les effectifs jusqu'à 2030, par exemple, pour faire plaisir à leurs amis entrepreneurs qui investissent dans les lycées français privés à l'étranger. Et en revanche, ils maintiennent ou ils font juste augmenter un tout petit peu le budget de l'AEFE, qui est l'agence qui s'occupe de cela, et le budget des bourses scolaires. Ce qui fait qu'il y a moins de bourses par rapport à toute l'offre qui est donnée, et donc on assiste à une espèce de privatisation. Mais c'est incohérent parce que justement, ils disent qu'ils veulent donner plus d'accès
aux Français de l'étranger, mais en fait, en ne faisant pas augmenter le nombre de bourses par rapport à l'offre qui est augmentée, c'est un mensonge absolu. Donc, c'est une incohérence que les gens ne voient pas forcément et qu'il faut expliquer. Et donc, c'est de l'éducation populaire. Mais vous vous rendez compte que le gouvernement n'arrive pas à nous fournir sur l'éducation le chiffre suivant. Quel est le budget que les conseils consulaires ont décidé de vouloir attribuer comme bourse au niveau mondial? Tous les conseillers qui seront nos grands électeurs savent, parce qu'ils ont participé au conseil consulaire, de combien est l'enveloppe et de combien est le trou entre la demande qu'ils font de bourse et qu'ils ont envoyée au ministère et l'enveloppe qui leur était attribuée. Et cette synthèse-là, elle n'existe pas. Personne ne l'a fait. C'est-à-dire, il faudrait que chaque conseiller des Français de l'étranger remplisse une petite feuille Excel pour qu'on puisse avoir cette donnée qui n'est pas produite par le ministère. En fait, il y a une demande qui est complètement réprimée et qui montre que le système de bourse et le système de multiplication des places dans les lycées français privés à l'étranger est une politique complètement incohérente qui ne vise pas à donner des nouveaux services aux Français de l'étranger, mais bien à faire que certains industriels de l'éducation, certains entrepreneurs de l'éducation puissent s'en mettre plein les poches, en clair. Et donc ça, c'est difficile, mais il faut expliquer, poser les bonnes questions, et c'est, je crois, ce qu'on essaye de faire avec Christine et avec les autres candidats depuis le début. En tout cas, vous dépoussiérez bien ce que pourrait être le rôle d'un sénateur des Français de l'étranger, parce qu'il y a des sénateurs qui sont aussi essentiellement en France, qui ne sortent pas beaucoup de leur précaré, alors que là, vraiment, vous balayez notamment un programme, mais aussi des propositions que vous en faites autour de l'écologie et de l'éducation qui semblent très importants. Nicolas, est-ce que tu voulais continuer? Oui, moi, j'aurais souhaité me permettre une petite réflexion. En fait, là où je ne suis pas complètement d'accord avec toi, Jean-François, c'est que pour moi, il y a une forme de cohérence justement dans les actions du gouvernement et de Macron. C'est-à-dire qu'en fait, on voit qu'il y a une claire volonté de privatisation dans l'ensemble et aussi de recul d'investissement en fait, dans les services publics d'une manière générale, mais en particulier dans l'éducation. En fait. Oui. Et je pense que ça, c'est une façon certainement qu'ils estiment être de faire des coupes budgétaires en quelque sorte, et puis aussi comme tu le disais très justement, c'est de mettre en fait certains marchés dans la main du privé d'une manière générale. En fait. Oui, enfin, mais alors sur la... Je voulais un peu rebondir là-dessus parce que depuis 2019, il y a eu une diminution des établissements en gestion directe. Il y a eu une suppression d'établissements en gestion directe. Donc, c'est les établissements où l'État français a le plus d'investissement. Il y a eu une diminution des professeurs payés par l'éducation nationale qui sont envoyés dans les établissements conventionnés. Donc, encore une fois, il y a eu une diminution du budget pour l'éducation aux Français de l'étranger. Et il y a eu une nette augmentation d'écoles partenaires. Donc, il y a eu une très, très nette augmentation d'homologation d'écoles partenaires qui sont des écoles privées qui ne reçoivent pas d'argent de l'État français. Donc oui, pour les Français de l'étranger, il y a une privatisation sous le président Macron de l'éducation pour les enfants français. Si je peux compléter, justement, oui, parce que Nicolas, tu as complètement raison. La cohérence de la politique éducative d'Emmanuel Macron et de la droite en général est très cohérente et très claire. Hein. C'est vraiment, on va dans le sens de la privatisation totale, etc. Là où il y a incohérence, et ça, c'est pas nouveau chez le gouvernement Macron, il fait ça tout le temps. C'est qu'il dit quelque chose qu'il ne fait absolument pas. Et tout le monde croit dans le discours sans vérifier les faits. Et en fait, faut bien comprendre quelque chose. Ils ont quand même 10 des 11 députés des Français de l'étranger. C'est pas rien. C'est-à-dire que ils devraient avoir une priorité pour leur électorat
qui est vraiment français de l'étranger. Presque tout l'électorat français de l'étranger, en fait, est représenté par des macroniens. Je dis pas qu'ils sont tous macroniens, mais ils sont représentés pour l'essentiel par des macroniens. Et que font ces députés? Ils ne défendent ni les budgets qui assurent nos services publics consulaires, ils ne réussissent pas à avoir enfin, il y a eu une petite avancée cette année avec 100 de plus en effectifs, mais avec des cuisines administratives, on ne sait pas exactement combien il y en aura dans les consulats. Il se pourrait qu'il y en aura que 8 ou 9 finalement qui seront des nouveaux postes dans les consulats. Donc c'est pas ça qui va résoudre le problème des effectifs consulaires, évidemment. Mais là où est l'incohérence, c'est justement dans le discours et dans l'application de promesses électorales vis-à-vis des Français de l'étranger de la part des macroniens. Parce qu'ils disent qu'ils défendent les Français de l'étranger, mais en réalité, ils ne les défendent pas. Ils font baisser des budgets ou alors ils les augmentent juste un tout petit peu alors que la demande est en augmentation exponentielle. Donc c'est vraiment quelque chose de scélérat. Et quand nous voyons que le Sénat, qui est une institution aussi, on pourra parler d'institution, qui est une institution qui est quand même assez vieille, qui a jamais été revue. Je ne sais pas si elle fait, si on ne pourrait pas repenser comment l'organiser. Quand on pense que le parti Les Républicains, qui a fait moins de 5% aux élections présidentielles, a la majorité au Sénat. C'est quand même un truc incroyable. Et il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'il y a des logiques institutionnelles dans notre démocratie actuelle, dans la manière dont elle est faite dans la Ve République, qui privilégient les secteurs les plus conservateurs et qui les maintient à des postes de pouvoir qu'ils ne devraient pas avoir si on suivait réellement la majorité populaire. Et donc, il y a des choses à revoir. Il y a des choses à revoir. Alors, du coup, la question, ce serait comment faire gagner vos idées? C'est un peu la suite et la fin de notre Twitch. C'est comment faire gagner vos idées, comment faire gagner votre liste, comment convaincre ce renouvellement de vos idées par vos personnes. Comment ça se passe? C'est quoi la marche suivante? Eh ben, la marche suivante, c'est de convaincre les grands électeurs que c'est nous qui avons le programme le plus complet et qu'on a le programme qui est aussi le plus adapté pour les Français de l'étranger. Donc, on s'est un peu focalisé sur l'éducation ici, mais nous avons aussi un programme social. On a un programme, on voudrait aussi, par exemple, l'ouverture d'un guichet unique en France pour ne pas avoir à aller dans plusieurs administrations lors du retour en France, pour la sécurité sociale, pour la retraite. On a un programme aussi pour, par exemple, enlever le délai de carence. On a un programme pour restaurer une citoyenneté complète, entière pour les Français de l'étranger, avec des services consulaires qui soient accessibles et gratuits. Parce que il y a de plus en avec toutes les coupes budgétaires qu'il y a eu ces dernières années, il y a de moins en moins de personnel dans les consulats. Ça devient de plus en plus avec la dématérialisation, ça devient de plus en plus difficile quelquefois d'obtenir un rendez-vous, d'obtenir un renouvellement de passeport. Donc il faut remettre de l'argent dans le budget 151. Il faut aussi, par exemple, on est pour avoir, pour les certificats de vie, de pouvoir faire son certificat de vie en visioconférence. Dans de nombreux pays, c'est très, très compliqué pour les citoyens français de se déplacer au consulat. Et il y a de nombreuses démarches administratives qui, non seulement on demande à dématérialiser en ligne la demande de service, mais après, il faut qu'elle soit validée par un déplacement au consulat, où ça peut être très onéreux, très compliqué pour y aller, si on est loin, si on est une personne âgée, si on est une personne handicapée. Et en plus, comme il y a un manque de personnel dans les consulats, ça peut être très compliqué d'avoir des rendez-vous. Donc, en fait, on a un programme qui est complet pour les Français de l'étranger. Donc, voilà. Donc, j'espère que nous pourrons convaincre nos grands électeurs de voter pour nous. Et convaincre plus largement aussi les autres bancs, puisqu'il n'y a pas que nos électeurs à nous, mais aussi de changer d'avis. Oui. Est-ce que je peux aussi réagir là-dessus ou il n'y a plus le temps, Gauthier? Jean-François, vas-y, il y a le temps, vas-y. Oui, non, parce que en fait,
en fait, on voit bien ce qu'on propose. On propose quelque chose qui est plus une réflexion de fond et un mouvement de fond. Nous, on propose pas de faire des cuisines de partis, etc. Et on propose de faire ensemble un grand mouvement à partir du programme de la NUPES, mais aussi avec des propositions spécifiques sur les Français de l'étranger pour avancer là-dessus. Il y a beaucoup de gens, à gauche comme à droite d'ailleurs, qui voient qu'il y a quelque chose de cassé dans notre 5e République. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand il y a autant de mobilisation populaire pour la réforme des retraites et qu'on a un président qui l'a fait quand même passer alors que une grande majorité, sinon la quasi-unanimité des Français est contre la réforme des retraites, il y a quelque chose qui va pas. Ça veut dire que nos dirigeants peuvent travailler contre nous. Il y a quelque chose qui va plus là. Là, on n'est plus en démocratie, on le voit bien. On le voit bien. Et donc ça, c'est un gros problème que tout le monde voit. Hein. Les Français et les grands électeurs qui vont voter le 16 et le 24 septembre pour les sénatoriales sont des grands électeurs qui sont aussi sensibles au fait que on ne doit pas utiliser le 49.3, mais on doit se reposer sur le Parlement pour pouvoir débattre les meilleurs projets pour le pays. C'est ça la démocratie, c'est la délibération, c'est l'échange, c'est la construction de consensus, de compromis qui font avancer les gens. Et ça, notre démocratie, elle est complètement arrêtée sur cet aspect-là et devient donc une démocratie d'aristocrates qui sont élus pour représenter des intérêts et qui sont parfois, je parlais des 11 députés FE de Renaissance qui ne défendent pas leur clientèle politique qui les ont élus, ils peuvent exactement s'émanciper totalement de leur électorat et faire exactement ce qu'ils veulent et travailler pour d'autres lobbies, d'autres entreprises, etc., etc. Ça, c'est insupportable. Et je crois qu'il faut bien montrer aux gens que il faut. Premièrement, nous, on veut changer de République, on veut passer à la 6e, et volontairement, on n'a pas donné de constitution idéale parce qu'on pense que c'est le peuple qui doit délibérer ensemble, discuter de ce qui est le mieux ou pas, mais nous pensons que cette constitution, elle doit avoir évidemment des principes forts. L'écologie au centre de constitutionnaliser la protection de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique, c'est indispensable. Permettre aux Français de participer mieux et plus à la démocratie, que nos institutions nous représentent plus, on se sent plus représenté par nos institutions. Et donc on propose de fonder une grande union pour changer tout ça, pour balayer tout ça. Et ça, je crois que c'est un message important vis-à-vis de grands électeurs qui des fois sont attachés à une personne ou un parti, mais sans trop savoir pourquoi, sans trop savoir comment, et qui ont des a priori sur les programmes des uns et des autres, étant donné que la presse fait souvent ses choux gras des petites différences entre partis ou entre personnes. Mais je pense qu'il faut voir au-delà des personnes, au-delà des partis, ce qui fait les idées, ce qui fait le projet. Et ça, c'est ce qu'on propose, et ce que Christine Toyon propose comme tête de liste aussi, c'est justement d'aller au-delà, de voir un petit peu au-delà et de préparer ensemble d'ailleurs 2026, qui seront les prochaines élections consulaires et où nous devrons être tous unis. On ne peut pas se lancer chacun de son côté et se faire la guerre dans les circonscriptions consulaires. Il faut qu'on soit tous unis et qu'on ait vraiment une union populaire qui fasse que, et justement, les prochaines fois, on aura 4 sénateurs qui soutiendront le programme de la NUPES en 2026. C'est ça qui nous intéresse. C'est pas des postes, c'est pas des petites cuisines partisanes. C'est vraiment de faire gagner notre projet sur le long terme. Ouais, on a bien compris que tu t'adresses vraiment plus qu'à votre bord politique, c'est vous œuvrez la discussion, que ce soit aux macronistes, aux centristes, aux modérés, aux sociodémocrates, que l'éducation, c'est l'affaire de tous, c'est l'affaire de nos enfants et également notre futur. Nicolas, est-ce que tu avais une dernière chose à dire avant que je boucle la boucle ? Ouais, en fait, moi, je souhaitais rebondir sur quelque chose que tu as dit, Jean-François, tout à l'heure. Il me semble, en fait, que tu parlais justement des 10 représentants, enfin, des 10 élus sur 11 chez les FE, chez la Macronie. Mais en fait, j'ai tendance à penser que c'est certainement lié un petit peu à la sociologie aussi
à la fois des personnes qui votent pour Macron d'une manière générale et aussi un peu des FE, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on a pas mal de gens qui sont des vrais libéraux, c'est-à-dire qu'en fait, qui souhaitent pas contribuer réellement, qui souhaitent plutôt une société moins orientée sur la solidarité et justement l'entraide de chacun. Par contre, si je peux me permettre une réflexion supplémentaire, c'est qu'en fait, je pense que justement, ce qui est particulièrement intéressant, notamment dans le fait de discuter avec les autres entités politiques, etc., c'est que certaines autres, même de droite, sont favorables à ce qui est une réhumanisation, en quelque sorte, des rapports qu'on peut avoir justement, notamment en tant que Français de l'étranger, avec l'administration, avec le gouvernement. Oui, je suis d'accord avec toi, mais il faut aussi voir un truc, Nicolas, c'est que c'est le système électoral qui fait l'élection. Et on marche un peu sur la tête. Alors que, par exemple, le Sénat, c'est le représentant des territoires. Nos élus au Sénat ne sont pas des représentants des territoires, sont représentants d'un territoire monde seulement. Alors que nos députés des Français de l'étranger, qui doivent représenter la nation, sont élus au scrutin majoritaire par territoire. Donc c'est un peu, c'est clairement incohérence, en effet. C'est complètement incohérent. C'est complètement incohérent. Alors que nos sénateurs devraient représenter les territoires, les députés devraient représenter la nation. Et si les députés FE représentaient la nation, eh ben il y aurait des députés France Insoumise, il y aurait des députés socialistes, il y aurait des députés, verts, il y aurait des députés de toutes les couleurs politiques. Et ça représenterait vraiment ce qu'est la nation et ce qu'est la sociologie des Français de l'étranger, et pas juste un courant majoritaire qui l'emporte comme ça et qui emporte tout sur son passage. C'est un déni démocratique que d'avoir 10 députés sur 11 de la même étiquette politique et 11 députés sur 11 à droite. Enfin, quand même, le pays n'est pas 100% à droite. Je voulais un peu rebondir, je sais qu'on va bientôt finir, mais je voulais rebondir sur le fait qu'il y avait aussi une déconnexion entre nos députés des Français de l'étranger et entre les élus des conseillers des Français de l'étranger. Parce qu'en général, les élus des Français, les conseillers des Français de l'étranger, qu'ils soient de droite ou qu'ils soient de gauche, ont souvent des consensus sur le fait qu'il y a un manque de moyens du gouvernement pour financer les services pour les Français de l'étranger, et que les députés, en fait, ne représentent pas les élus des Français de l'étranger. Donc ça, c'est aussi important Exactement. Il y a une déconnexion entre les élus locaux, les conseillers des Français de l'étranger, et les élus de circonscription des députés. Eh ben, en tout cas, ça mérite d'être clair. Je vais vous laisser sur le mot de la fin, du coup, sur cette très belle présentation, et assez complète, en tout cas, pour les élections sénatoriales qui auront lieu, comme tu l'as bien dit, Jean-François, le 16 et le 24 septembre. Comment s'organise votre prochain agenda, du coup? Comment on peut vous poser des questions, vous retrouver? Comment ça se passe, tout simplement? Le dimanche prochain, donc le 11 septembre, nous aurons un Twitch qui sera ouvert aux questions du public. Jean-François? Oui, c'est ça, oui. On envoie évidemment, comme c'est une élection indirecte, on marche beaucoup par envoi de mails et envoi de propositions, de programmes, etc. On fait des vidéos aussi pour expliquer ce que c'est notre programme, qui sont nos candidats, etc. Il y aura ce grand moment-là dimanche prochain et on invite tout le monde, vraiment tous les grands électeurs, mais aussi tous les militants qui veulent y adhérer. On mettra, si vous voulez, le lien dans les commentaires de ce Twitch on va continuer à discuter donc avec les grands électeurs, avec les militants, avec les Français de l'étranger. Et je voudrais juste avant, j'ai dit en fait une chose qui était fausse, parce que nous avons quand même un député de gauche FE qui est Karine Bencher,
dans la 9e circonscription. Et heureusement qu'il est là, justement, parce qu'il a un rôle très, très important pour représenter les FE à l'Assemblée. Et vraiment, lui, par contre, il défend le programme qu'il a présenté. C'est pas comme les autres de droite, de droite comme Macron et républicains. Voilà. Eh ben alors ça, le mérite d'être clair. Donc nous pourrons nous retrouver la semaine prochaine, dimanche prochain, avec les grands électeurs et les sympathisants et les curieux, donc pour vous poser les questions sur le programme et présenter aussi les personnes qui vous accompagnent dans cette élection sénatoriale 2023. Merci à tous les trois. Merci Christine, merci Jean-François. Merci beaucoup. Connecté très tôt Nico du côté du Brésil et du côté des États-Unis, très tard du côté de Nicolas. Pour nous retrouvons tous les dimanches et pour un nouveau Twitch. Hop là, je change de caméra, je vais essayer de nous remettre tous à l'endroit. Voilà, nous retrouvons du coup tous les dimanches jusqu'à la fin de l'année avec un nouveau teaser pour la semaine prochaine et nous accueillerons du coup le chanteur en question qui soutient notre émission. Nous accueillerons effectivement pour les élections sénatoriales nos candidats la semaine prochaine jusqu'à la victoire. Bon, de toute façon, voilà, hein, c'est ce qu'on attend. Et posez-leur leurs questions. Allez regarder leur Facebook, leur Instagram. Abonnez-vous, c'est ce qui compte. Et puis, passez un bon dimanche. Je vous garde, restez connectés. Tout de suite après le petit film d'intro, outro. Et puis, restez en ligne, restez connectés. Merci à vous, passez un bon dimanche. Merci. Bonsoir à tous. Merci. Merci. Bon dimanche.